Sans bien savoir où elle allait, elle s'est mise en chemin. Un chemin bordé d'envie, de rêves et de plaisir. Patience et minutie, voilà ce qui compose, entre autres, le monde d'Emma Joly. Plutôt que des bijoux, elle aime dire qu'elle fabrique des trésors. De ceux qui se transmettent, de ceux qui sont redécouverts ou perdus à jamais, de ceux qui occupent ses souvenirs d'enfant. C'est le tout petit dans l'infiniment grand. Elle parle aussi du pouvoir de la contemplation, d'humilité, et puis d'aimer, boire et danser. Emma est une faiseuse de trésors qui tisse un lien vermeil entre le bijou et la vie. Bienvenue dans Chamade, un podcast de conversations intimes et étonnantes pour faire palpiter votre vie. Pour le faire grandir, abonnez-vous, mettez 5 étoiles et laissez un commentaire. Je suis Marie Girardin-Lépine, créatrice de la Fantaisie Vagabonde, et un vendredi sur 4, je vous invite à la rencontre de faiseuses et de faiseurs de beau qui vivent le cœur battant. Vous venez ? 1, 2, 3, rutilez. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous découvrirez comment Emma a fait rimer Memento Mori et Quartz rutilé. Bonne écoute! Bonjour Emma Joly. Bonjour Marie. Je te remercie de m'accueillir dans un lieu qu'on garde secret encore un petit peu. Tu nous en parleras tout à l'heure. D'accord. Pour commencer, je propose à chacun de mes invités un petit jeu qui change à peu près à chaque fois. Donc là, j'ai réfléchi à une manière pour toi de te présenter qui soit un petit peu originale. Et voici mon idée. J'aimerais que tu te présentes avec des verbes. Seulement des verbes. Tu n'as pas besoin de faire une liste exhaustive de ce qui pourrait te correspondre et te représenter. Mais je te propose de te présenter avec des verbes. Plusieurs verbes. Oui. Alors le premier qui m'est venu là, c'est aimer. J'aime beaucoup de choses. Voilà, j'ai envie d'aimer dans ma vie. Le deuxième, c'est jouer. Parce que je pense que ce qui fonctionne pour moi, c'est quand je reviens à des choses de l'enfance et le jeu. Mais j'ai jamais beaucoup aimé le jeu de société, par exemple. Tu vois, j'aime pas le Monopoly, j'aime pas. Tu me fais jouer aux cartes, c'est le cauchemar pour moi. Plutôt le jeu. J'aime me déguiser, par exemple. Ok. J'aime tout ce qui laisse un peu de liberté, d'imprévu. Voilà. Donc c'est un peu le jeu. Je me souviens avoir lu un texte de Barthes qui parlait de ça. Il disait t'as le game, le jeu qui est bien cadré avec des règles, et t'as le play. Le play, c'est le jeu qui peut se déployer dans la liberté. Voilà, donc je dirais ce jeu-là. Ok, l'amusement en fait. L'amusement. Ouais, j'ai un petit côté sautillant. J'aime bien jouer comme une enfant. Alors, quoi d'autre ? Regarder. Je pense que très bêtement, je suis assez émerveillée par la beauté du monde. Et quand j'arrive à traverser ma vie, pas en regardant mes pieds, en marchant dans la rue, mais en levant le nez de mes pieds, je sais pas comment le dire. Et ben je suis. C'est les moments où je sens que je suis heureuse. Et alors je sais pas si je suis heureuse parce que je regarde ou si c'est parce que je suis heureuse que je regarde. Je pense que ça fait déjà 3 verbes. Ouais, 3 verbes forts et très, très ouverts en fait. Ouais. Maintenant, qu'est-ce que tu dirais pour répondre aux questions qui es-tu et que fais-tu ? Qui je suis c'est drôle parce que à qui es-tu, on a toujours envie de répondre ce qu'on fait. Oui. Absolument. C'est un peu un truc, d'ailleurs c'est un truc que j'ai du mal à faire quand je rencontre quelqu'un, c'est à ne pas lui demander qu'est-ce que tu fais, parce que on a l'impression que ça donne toujours des informations hyper importantes sur la personne, mais pas forcément. Qui je suis en chemin.
Voilà. Je sais pas si on peut être vraiment une version définitive de soi-même. Voilà, je chemine, comme nous tous. Et qu'est-ce que je fais ? Eh ben, je fabrique des trésors. Voilà. C'est comme ça que je le vois, parce que je pourrais dire je fabrique des bijoux, mais j'ai envie de fabriquer des bijoux qu'on va se transmettre, et donc que quelqu'un, éventuellement ton arrière-petite-fille, pourra retrouver dans ta boîte à bijoux plus tard. Et donc il y a quelque chose du trésor pour moi là-dedans, du coffre au trésor, de pirate, et aussi de la perte. Le trésor, pour moi, il est toujours un peu perdu. Tu sais, tu le perds, tu le retrouves, il est enterré. Et c'est ça que je trouve beau avec les bijoux aussi. C'est quelque chose qui peut traverser les années. Mais c'est tellement petit que ça peut finir n'importe où. Et donc, je pense souvent aux bijoux qui sont perdus, qui sont quelque part sous terre, qui sont dans des greniers, qui sont dans des caves. Ça me fait penser à ce trésor qui s'appelle, on l'appelle le trésor de Cheapside Hoard. Le Cheapside Hoard, c'est le trésor de Cheapside. C'est un trésor de bijoux. Alors au sens premier du terme, le trésor, c'est quelque chose qu'on a trouvé, qui a été enterré et qu'on a retrouvé, qu'on a caché. Et donc c'est un ensemble de bijoux qu'on a retrouvé au début du XXe siècle à Londres pendant les grands travaux dans les fondations d'un immeuble. Des bijoux du XVIe, XVIIe siècle. Voilà, wow. Il y avait plus de 500 joyaux et on sait pas ce que c'est. On ne sait pas si c'est un bijoutier qui est parti à la guerre, qui a enterré ça parce que c'était un petit peu plus compliqué de mettre des choses peut-être à la banque à l'époque. On ne sait pas si c'était le stock d'un bijoutier qui est mort, qui n'est pas revenu, choses comme ça. Et donc moi je trouve ça hyper beau en fait de me dire qu'il y a probablement des centaines de trésors qui sont comme ça un peu cachés dans le monde. Ouais, et que par surprise peut-être quelqu'un un jour découvrira. Ouais, ou ne le découvrira pas, et le fait qu'il reste perdu, je trouve ça beau aussi. Tu viens de prononcer le mot de ma transition, c'est parfait. Je te remercie. La question rituelle de début d'interview, c'est qu'est-ce que le beau pour toi, Emma ? Le beau, c'est ce qui me procure une émotion. Ça n'a pas forcément besoin d'être joli, mais il faut que ça me fasse une petite étincelle dans le cerveau, ou dans le ventre, ou dans le cœur, ou quelque chose de cet ordre-là. Ok. On plonge dans les questions de notre échange. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi d'écouter ton cœur pour te dire un jour je vais fabriquer des trésors ? J'avais pas vraiment prévu de faire ça. J'avais un premier métier qui était monteuse de film, dans lequel je me sentais plus très bien, et j'avais envie de faire autre chose. Et puis je me souviens, j'étais sur mon canapé. J'avais un canapé rouge à l'époque, et donc c'était il y a 5-6 ans. Je me suis dit, mais j'attends un déclic, mais ce déclic ne vient pas sur quoi faire d'autre. Et j'ai eu cette image comme ça des bijoux, je sais pas, quelque chose qui brille, quelque chose voilà. Et d'ailleurs j'en parlais il y a pas très longtemps avec quelqu'un. Je fais des rêves en fait de bijoux. Oh, tu vois, je pense que ça a dû jouer aussi. C'est des rêves, de ces rêves, tu sais, où tu es dans une sorte de plénitude totale, de bonheur en fait. Je sais pas comment expliquer. Tout est calme et tout est brillant, et donc je suis dans un grenier, ou je suis dans une brocante, un vide-grenier. Et je trouve des boîtes, et dans ces boîtes, je les ouvre, et il y a des bijoux, et des bijoux, et des bijoux. Et donc je les sors de la boîte un par un,
Et je les vois scintiller, je vois la lumière qui passe à travers. Et je sais pas comment expliquer, ça m'a toujours procuré une sorte de calme absolu. Et la journée qui suit ces rêves-là, elle est toujours très paisible. Paisible et en même temps avec quelque chose une sorte de plaisir qui se diffuse, qui continue de se diffuser. Et peut-être que ça a un lien, parce que ça me fait pas ça avec les vêtements ou les tableaux. Ou... C'est ce rêve des bijoux. Ok. Ouais. Et alors, comment tu es passée de découvrir dans tes rêves des boîtes et les ouvrir et donc découvrir des trésors et l'idée de les fabriquer toi-même? C'était évident ou c'était... Non, c'était pas évident. Je me suis dit qu'il fallait que j'avance dans ma vie. Tu vois, j'étais à un moment où j'étais un peu paralysée dans ma vie, je savais pas quoi faire. Et je me suis dit, il faut avancer dans un sens. Okay. Et pourquoi pas dans ce sens-là? Je savais pas du tout ce qu'il en ressortirait, si ce serait mon métier, si... je dirais que c'était même pas tellement réfléchi d'un point de vue réorientation professionnelle. C'était je me suis dit il faut que j'aille vers l'envie en fait, il faut que je retourne à la base, peut-être les rêves, peut-être l'enfance, peut-être le plaisir, voilà, quelque chose comme ça. Alors justement, quel lien tu fais entre ton enfance et ce que tu fais aujourd'hui? Le lien, il est très simple. Hein. C'est ce truc de fouiller dans les boîtes, tu vois, les boîtes à bijoux de ma mère, qui n'a pas d'ailleurs une collection de bijoux incroyable. Mais elle en a quelques-uns qui lui viennent de sa famille, des choses assez modestes. Et puis mon père était aussi quelqu'un qui offrait des bijoux. Et donc quand on est né avec mon frère et ma sœur, parce que je suis triplée, okay. Il a offert à ma mère une bague avec 3 rubis. Wow. Donc c'était ce truc, les triplés, 3, voilà. Et donc il a continué de faire ça un peu tout au long de leur relation, qui s'est finie. Il lui a offert un bracelet 3 or, il lui a offert, il y avait un collier avec 3 petits cœurs, des choses comme ça. Il y avait toujours 3 comme ça. Et je pense que ça m'a donné cette idée que le bijou, c'est quelque chose qui est en lien avec la vie émotionnelle. Et donc je pense que j'en suis restée là. Et puis ça me parlait aussi, tu vois, quand je regardais dans la boîte à bijoux, ça me parlait de choses que j'avais pas connues. D'époques où j'existais pas, et du passé. Oui. Alors ma mère est pied noir, donc elle est rentrée en France en 62, elle avait 12 ans, et il y a une sorte de truc un peu autour du déracinement dans la famille. Les bijoux, c'est des choses qu'ils ont emportées. Il y avait quelques pièces qui restaient. Alors qu'il n'y a pas il y a pas par exemple de la vaisselle, il n'y a pas des tableaux, il y a pas grand chose qui reste en fait de l'histoire familiale, mais il y avait quelques bijoux. Donc ouais, il y a ce truc de transmission et de quoi ça me parle quand je les regarde. Ouais. Ok. Toi, ton premier bijou que tu as reçu, est-ce que tu te souviens ce que c'était et quand c'était ? Je pense que c'était... j'ai fait ma première communion comme une bonne petite fille modèle. C'est la seule que j'ai faite. Et j'ai reçu de mon grand-père une petite bague en or en filigrane, qui était très jolie, très fine. Et... cette bague, je ne sais pas du tout ce qu'elle est devenue, parce que je l'ai gardée pendant un temps, et puis un jour j'ai été cambriolée, et donc les personnes qui ont cambriolé l'appart ont pris la bague. Donc je ne sais pas du tout ce qu'elle est devenue. Et c'est aussi un des trucs que je trouve un peu fou et un peu romanesque dans le bijou, c'est qu'il peut avoir plein de vies. Donc c'est très possible qu'elle existe encore, cette bague, qu'elle soit au doigt de quelqu'un, mais c'est possible qu'elle ait été probable, qu'elle ait été fondue et qu'elle soit devenue un autre bijou. Et d'ailleurs, c'est pour ça que on trouve finalement assez peu de bijoux très 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 anciens, parce que
souvent, ils sont fondus 2 ou 3 générations après, parce que c'est comme l'or coûte cher, chaque bijou, en fait, à un moment, n'est plus au goût du jour. Et j'imagine très bien que dans la Grèce antique, c'était pareil. Ta mère te transmet un truc, ensuite toi tu le transmets à ta petite fille, et ta petite fille regarde le bijou et fait c'est passé de mode. C'est vieillot, ouais. Et elle va voir son bijoutier, elle lui dit vous pourriez pas me faire un truc avec ça? Et c'est encore comme ça maintenant. Et ça revient d'ailleurs de plus en plus, on recycle l'or et les pierres d'ailleurs de bijoux de famille pour leur donner une nouvelle vie plutôt que d'aller chercher dans les mines du matériau neuf, quoi. Oui, ça se fait aussi, ouais. Et d'une certaine manière, c'est un peu dommage parce que ça détruit des pièces qui en soi auraient eu un intérêt. Mais sur le coup, on le voit pas l'intérêt parce que c'est ce qu'on voit en permanence, quoi. Je pense que par exemple, tu vois, les bijoux Art Nouveau, il y a eu un moment en 1915-1920, tout le monde a dit on n'en peut plus de ces trucs-là. Allez. et c'est comme ça chaque génération. Ouais. C'est marrant. Ouais, je comprends. Est-ce que tu peux maintenant nous raconter où nous sommes ? Alors, on est sur la terrasse Alors, je vais dire mon atelier, mais en fait, mon atelier se trouve dans un lieu plus vaste qui s'appelle le DOC, qui est à Paris, dans lequel il y a pas mal d'ateliers d'artistes, il y a des artisans aussi, il y a des troupes de théâtre, il y a des boîtes de prod ciné. Et donc on est sur la terrasse de ce lieu qui est un ancien lycée technique. Et donc moi je n'ai pas d'atelier, mon atelier n'est pas un atelier personnel, je suis dans un atelier collectif, l'atelier du collectif Sprague, qui est un collectif de bijoutiers que j'ai rejoint il y a 1 an. Donc que des passionnés de la bijouterie et des gens qui ont envie de transmettre les savoirs. Et il y a un côté aussi solidaire dans l'atelier parce qu'on met l'atelier à disposition de gens qui savent travailler mais qui n'ont pas d'endroit où travailler. Donc on partage les outils. Et ça permet aussi un peu de sortir de l'isolement qu'il y a à être artisan. Enfin artisane plutôt. Artisane, ouais. Justement, tu as pratiqué quelques années toute seule. Maintenant, tu es dans un lieu collectif, comme tu viens de le dire. Qu'est-ce que ça change de partager ton métier passion avec d'autres passionnés ? Ça remplit. C'est quelque chose qui est très riche. Pour moi, être tout seul, je suis assez solitaire comme personne et j'ai besoin de beaucoup de solitude pour me ressourcer, pour regagner de l'énergie. Mais en même temps, c'est un côté un peu délétère de se retrouver tout seul dans un atelier. On arrive, on parle à personne, on est sur sa pièce. En plus, la bijouterie, on est vraiment très très près des objets. Et c'est comme si on n'avait pas de... Enfin, on est toujours sur du détail et des fois, on oublie un petit peu de regarder autour de soi. Et le fait d'être dans un espace où il y a d'autres gens qui travaillent, où on entend des voix, où on peut se relever, on peut parler, on peut... Eh ben c'est quelque chose qui... ça apporte beaucoup. C'est un peu comme une famille. Enfin, moi, je le ressens vraiment comme ça. Et puis, on peut aussi se donner des conseils techniques. On peut, quand quelqu'un a fait une grosse bêtise et est sur le point de pleurer, et les autres lui tapent un peu dans le dos. Et voilà, donc ça fait du bien, quoi. C'est agréable. Les personnes vous êtes combien là à travailler vraiment les uns et les unes à côté des autres au quotidien ? Alors on est 10 résidents, mais tout le monde ne vient pas tout le temps parce qu'il y a des gens qui sont aussi qui ont un métier à côté ou qui travaillent dans un atelier, qui viennent le soir ou le week-end, des choses comme ça. Donc on est une dizaine et on n'a pas que les personnes qui sont résidentes, on a aussi des personnes qui sont membres actives de l'association du collectif Sprague, qui sont là toujours dans cette idée de partage des savoirs. Là, on a un membre actif qui est en train de mettre en place un stage sur 2 jours avec un bijoutier berbère pour apprendre les techniques traditionnelles de ce monsieur. Il veut faire aussi venir des ciseleurs iraniens pour qu'on fasse un stage d'1 semaine et qu'on puisse... s'ouvrir un peu au monde, quoi. Donc c'est vraiment super chouette.
On a aussi une activité épisodique, un petit peu de bénévolat pour des... cette année, par exemple, on a fait des ateliers d'initiation pour des jeunes qui étaient en hôpital psy. Et c'est chouette aussi de s'ouvrir à des gens qui sont pas des bijoutiers du métier, quoi. Et de discuter avec des gens qui soit connaissent pas du tout, soit connaissent. Il y avait une jeune femme qui était dans ce groupe-là, dans l'hôpital psy, et qui faisait elle-même des bijoux en pâte fimo. Donc ça l'a vachement intéressée parce qu'elle avait pas du tout le côté travail du métal. Et ce qu'elle faisait, c'était déjà vachement élaboré, en fait. Et elle faisait ça complètement de façon autodidacte, quoi. Donc c'était chouette de se dire que ça lui donne des idées pour la suite, peut-être ça va compléter sa pratique. Nous aussi, de voir ce qu'elle faisait qui était vachement beau, c'est une discussion qui est très riche. D'ailleurs, il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est quelle formation tu as suivie pour apprendre devenir bijoutière. Ouais. J'ai commencé par prendre des cours au cours d'adultes du soir de la mairie de Paris. Et ensuite, j'ai fait un CAP en 1 an à la Haute École de Joaillerie, ça s'appelle ça comme ça, qui est en gros la plus vieille école de Paris de bijoutiers, quoi, qui a formé des générations et des générations de bijoutiers parisiens. Donc j'ai fait ça, et puis après j'ai fait une mention complémentaire en joaillerie à mi-temps. Et le reste du temps, je travaillais aussi dans mon ancien métier pour payer les factures. Ok. Voilà, et puis après, bijoutier, c'est bijoutière. C'est pas un métier qui s'apprend en 2 ans. Enfin, tu peux apprendre les bases, mais ça demande beaucoup d'erreurs, d'essais, de plantage. Et comme dans beaucoup, je pense, de métiers artisanaux, manuels, il faut 10 ans, quoi, pour devenir vraiment bijoutier. Et il faut aussi l'expérience des autres et le côté apprentissage, discuter, enfin pas discuter, mais être plutôt, j'allais dire surveillé, mais être supervisé, ouais, c'est ça, par des gens qui ont de l'expérience et qui peuvent te dire ce que tu fais mal, ce que tu fais bien, corriger tes gestes. C'est vraiment... Moi, ça fait 5 ans, 6 ans que j'en fais, et je fais énormément de bêtises, encore. Enfin, c'est là que tu vois que la matière résiste. Ouais. Elle résiste sans arrêt. Et des fois, c'est très, très dur. C'est un peu dur physiquement. Et puis, quand tu arrives à faire émerger de tes mains ce à quoi tu avais pensé, c'est merveilleux. Puis des fois, tu as des surprises. Bonnes et mauvaises, les deux. Ouais, les deux. Du genre tu vas faire fondre un petit peu de l'intérieur de ta pièce parce que tu l'as trop chauffé, et donc ça va créer un petit effet de matière que soit tu gardes parce que tu trouves ça joli, soit tu voulais pas du tout ça, et donc tu es obligé de recommencer. Des choses comme ça. Tu recommencer, c'est vraiment quelque chose qu'on fait tout le temps. Ouais. Ça, tu l'avais en tête avant de démarrer, ou quand tu t'es lancée, ce rapport au temps long et le fait que ça soit des essais-erreurs pendant, tu dis 10 ans pour devenir bijoutière accomplie. Je sais pas si c'est le bon adjectif, mais tu avais une idée que ça allait être un chemin aussi long ? Honnêtement, je crois que j'avais même pas... Je m'étais même pas tant projetée que ça. J'étais dans une dynamique où je voulais juste me jeter dans quelque chose et me mesurer à quelque chose, me mesurer à la matière. J'imaginais pas du tout. Donc non, j'avais pas anticipé. Donc ça a été une une surprise de voir ça, mais c'est assez agréable aussi. Que ça soit pas facile, c'est ça que tu veux dire ? Ouais. Il y a quelque chose qui te renvoie à ton humanité. Moi, j'ai travaillé pendant 15 ans sur des ordinateurs où tu es aussi confronté à des limitations. Mais là, c'est la matière qui te résiste.
Voilà, tu peux te faire mal, tu peux te brûler, tu peux filer un coup de lime en trop et il faut tout recommencer. Et le fait de voir aussi, quand tu as fini ta pièce, le fait de l'avoir entre les mains, je sais pas comment l'expliquer, mais pour moi, c'est ça, être humain. C'est pouvoir dire, voilà, j'ai produit ça avec mes mains et ça va rester un temps. Puis un jour, ça n'existera plus ou ça sera perdu, mais et personne ne saura que c'est moi qui l'ai fait en plus. Tu vois, tu vas vendre ton bijou et la personne va savoir que c'est toi qui l'as fait. Et puis 1 ou 2 générations plus tard, c'est oublié. Mais je ressens souvent ça d'ailleurs quand je me promène dans la ville, tu vois, dans la rue, ce truc de voir les bâtiments, voir des statues, voir un banc. Tu vois, et je pense à la personne enfin là où les personnes, parce que pour un bâtiment il faut beaucoup de personnes, qui les ont bâtis ou qui les ont mis là ou qui se sont dit tiens ça serait mieux comme ça. Et je sais pas exactement ce que ça me fait, mais ça aussi c'est être humain. C'est être on est sans arrêt confronté à des choses qui n'existeraient pas si les autres n'étaient pas là. Et donc, c'est apporter un peu sa petite pierre, quoi, à l'humanité, je trouve, de fabriquer des choses, de les fabriquer à la main, tu vois, pas de les fabriquer. Je parle pas de la fabrication en série, des gens qui sont esclavagisés pour faire des choses ou des choses comme ça, mais il y a quelque temps, j'ai vu une vidéo d'un musée géorgien donc il y avait un restaurateur ou un conservateur dans ce musée qui avait décidé de reproduire à l'identique un gobelet en or qui avait été retrouvé dans une tombe. Donc c'était un très joli gobelet entièrement avec du filigrane, avec des pierres semi-précieuses. Enfin des pierres fines plutôt, et qui était entièrement ouvragé à la main. Et donc on voit tout le processus, ça dure 1 heure. Donc je sais pas combien de temps ils ont mis à faire ça, mais tu les vois commencer par faire leurs outils. Tu les vois commencer à gratter dans la pierre pour faire des moules, pour fondre le métal. Tu les vois faire le four pour fondre le métal. Tu les vois percer des toutes petites pierres pour pouvoir passer des fils à travers et réduire le diamètre du fil. Et tout ça, en fait, je me suis retrouvée devant cette vidéo. J'étais super émue parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de... En fait, il y a énormément des gestes qu'on fait encore. Et aussi du temps, tu vois. Le temps... qui est hyper long, en fait, juste pour aboutir à un objet fini. Parce qu'on se rend pas compte de tout ce qu'il y a autour. Il faut faire les outils. Il faut aller chercher les pierres. Tu vois, il y a de la cornaline dans ce gobelet. Des petits cabochons de cornaline qu'on a été chercher dans une mine, qu'on a polis à la main, taillés pour leur donner cet aspect rond. Pour les rendre brillants. Ensuite, on les a sertis. Et c'est un temps infini pour faire tout ça. Et pour aboutir à quelque chose qui, en soi, est magnifique. C'est super beau, ce gobelet en or. Il est magnifiquement ouvragé. Et en même temps, c'est très modeste. C'est rien. C'est tout ce travail pour arriver à ça. Moi, je trouve ça hyper beau. Ça me fait monter les larmes aux yeux, en fait, quand je vois ça. Et donc on voit ce conservateur ou ce restaurateur dans son atelier avec ses lunettes sur le bout de son nez qui regarde les trucs. Pour la 1000e fois, il regarde s'il est exactement à l'échelle, si ça va parfaitement sur le dessin, si les parties du gobelet vont bien s'emboîter. C'est quelque chose à quoi je m'identifie complètement, en fait, ce truc de prendre du temps comme ça pour arriver à un objet... que moi je vais trouver beau. C'est très modeste, mais je pense que c'est ça être humain, ouais, c'est être modeste.
Est-ce que tu veux jouer? Ouais. J'ai préparé j'ai appelé ça Dico perso précieux. Ok. Donc je vais te donner des noms de pierres et tu me réponds un mot pour chacune de ces pierres. D'accord. Ça te va? Alors, quartz. Rutilé. Le quartz rutilé, c'est une pierre que j'utilise un petit peu dans mes bijoux. Les aiguilles de rutile, en fait, c'est des aiguilles très fines qui peuvent être dorées, cuivrées ou noires et qui sont des inclusions du quartz. Donc il peut y en avoir beaucoup et ça obscurcit le côté translucide du quartz. Mais il peut y en avoir de très 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 fines comme des cheveux dorés. C'est celle que je préfère, celle qu'on voit pratiquement pas et qu'on voit juste briller à la lumière en fait. Et je les utilise un petit peu dans mes bijoux. Certains bijoux que je fais en fait ont comme pierre de centre un quartz rutilé et derrière on voit un motif. Okay. Voilà. Et j'aime bien le côté, les aiguilles de rutile en fait ajoutent un petit côté brillant à la lumière et puis un petit côté tiens mais il y a quelque chose là-dedans, qu'est-ce que c'est voilà, le quartz rutilé. Ok, très bien. Et le saphir? Alors le saphir c'est une des pierres que j'aime le moins, le saphir bleu en tout cas. Je trouve que c'est triste. Je sais que c'est une pierre qui peut être qui est beaucoup appréciée, beaucoup aimée, mais il y a quelque chose dans le saphir que je trouve un peu monotone ou un peu morose. Mais j'ai découvert en faisant des bijoux que le saphir, on imagine toujours un saphir bleu, mais en fait ça peut être de toutes les couleurs un saphir. Et ça peut être vert, ça peut être jaune, rose. Et ceux-là je les aime beaucoup. J'aime beaucoup les saphirs verts. Et je pense que celui que j'aime le plus, c'est le saphir rouge. En fait, le saphir rouge, c'est un rubis. C'est le rubis. Ok. Le rubis, en soi, c'est un saphir. Ok. La version rouge. D'accord. Du saphir. Il a son nom à lui, en fait. Ouais. Il a son nom, peut-être parce que c'est assez rare, en fait. Je vais peut-être dire des bêtises, mais le rubis, en tout cas une certaine couleur de rubis, c'est presque plus rare que le diamant. D'accord. Ouais. Et j'aime beaucoup les rubis. Et peut-être que j'aime beaucoup les rubis parce que, en fait, tu sais, je te parlais de la bague. La bague de ta mère? Ouais, la bague de ma mère. Et il y a ce truc, tu vois, ces 3 petits rubis. Et ils sont restés un petit peu dans ma tête, quoi. Le rubis, pour moi, ça a quelque chose de gai. Ok. Donc, saphir bleu triste et rubis gai. Ouais, c'est gai, c'est beau. L'opale. L'opale. L'opale, je ne sais pas si tu as déjà vu ça sur Instagram. Moi, je suis pas mal de gens qui vont chercher des opales et ça se trouve dans des boulders. Je ne saurais pas comment le dire en anglais. En gros, ça se trouve à l'intérieur de la pierre. Et pour avoir accès à l'opale, tu es obligé de donner un coup sur la pierre et de l'ouvrir. Okay. Et donc à chaque fois que tu donnes un coup et que tu l'ouvres, tu as la surprise en fait. Parce que l'opale, ça peut être incroyable. Ça peut être bleu, violet, rouge. Et donc tu sais pas ce sur quoi tu vas tomber. Et donc des fois, je regarde ça sur Instagram et c'est une sorte de petit plaisir, quoi. Qu'est-ce qu'il va y avoir dedans? Le Kinder surprise de la pierre. Ouais, en fait. c'est ça. Une sorte de truc comme ça. Faudra que tu me donnes tes références parce que les opales, c'est un peu ma passion. C'est vrai. Je suis fascinée par ces pierres. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes dans l'opale? Justement, le fait qu'aucune n'est semblable à sa voisine et le fait que ça soit iridescent et que ça change en fonction de la lumière, en fonction de... Même... l'humeur que t'as dans l'œil en fait. Ouais. Comment tu traverses ta journée, je suis assez persuadée que ta pierre a une couleur ou raconte une histoire différente en fonction de ta journée. Donc, mais on m'a dit aussi que c'était une pierre très fragile et très qu'il faut pas la mouiller par exemple. Ouais, c'est très sensible. Ouais, c'est ça. Ça dépend des opales. Il me semble que les opales d'Australie, tu peux les mouiller. C'est les opales d'Éthiopie qui sont très 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 fragiles. Mais de toute façon, toutes les opales sont très fragiles et il faut prendre beaucoup de précautions pour les sertir. Ouais, ok. Un mot pour lapis lazuli. L'Égypte, c'est vraiment lié à l'Égypte.
Je pense que le lapis, c'était une des pierres qui rappelait le ciel, tu vois. Et donc c'était peut-être pour ça une pierre qui avait beaucoup de valeur. Puis aussi à l'époque, on avait, enfin comment dire, les techniques d'extraction des pierres étaient quand même moins sophistiquées. Donc je sais pas, je sais pas quoi répondre à ça. Non, mais t'as dit Égypte, c'est Égypte. Ouais, très bien. C'est bien. Tourmaline. La tourmaline. Multicolore, parce que la tourmaline, d'ailleurs je crois que le mot tourmaline veut dire quelque chose comme multicolore, enfin en tout cas le mot qui est à l'origine du mot tourmaline. Ouais, c'est fou parce qu'elles peuvent vraiment avoir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et j'aime beaucoup les tourmalines. Allez, encore 2. La nacre. La nacre. L'Orient, pour l'Orient d'une perle. Okay. J'ai toujours trouvé ce terme très joli. Donc je sais pas exactement ce que ça recouvre parce que je suis pas du tout spécialiste en perles, mais ça parle du lustre de la perle, je pense, et de son iridescence. Voilà. Et je trouve ce mot très joli, l'Orient d'une perle. Oui, c'est vrai. Alors la dernière, je l'ai découverte en fouillant dans ton travail sur Instagram. Je pense que c'est masculin, le péridot. Ouais, le péridot, c'est une pierre qui existe en France, qu'on peut trouver en France. Olivine, c'est un autre terme pour le péridot. Ok, donc là on a la couleur dans la tête quand t'as dit olivine, ouais. Okay. Ouais, c'est ça. Ok. Maintenant, j'aimerais savoir le rôle que jouent tes 5 sens dans ta vie, en général, et dans ta pratique en particulier. J'essaie de me fier beaucoup plus maintenant aux informations que me transmettent mes sens, parce que moi j'ai plutôt une base hyper cérébrale, à toujours penser, retourner les trucs dans ma tête 1000 fois. Je ne vois pas de quoi tu parles. Et donc ouais, je me souviens la première fois que j'ai été chez une psy il y a 15 ans, elle me disait: mais qu'est-ce que ça fait dans votre corps? Et moi j'étais là, ça fait rien du tout. Et j'ai mis des années à découvrir que les choses, enfin comment dire, le monde nous donnait des informations à travers notre corps. Et ça paraît complètement un peu idiot de dire ça à mon âge, mais je pense que quand on n'a pas fait cet apprentissage-là enfant, et ben c'est pas évident plus tard. Voilà, donc les 5 sens, j'y accorde beaucoup plus d'importance maintenant. En tout cas, à ce qui se passe à l'intérieur de mon corps quand on me dit quelque chose, ou quand moi je dois prendre une décision, ou des choses comme ça. Souvent dans ma pratique de la joaillerie, il y a quelque chose du corps qui est un peu difficile. C'est pas... C'est un métier qui est assez physique, dans lequel on se fait souvent mal, dans lequel on respire aussi pas mal de poussière, de choses pas forcément... Enfin, un peu toxiques. Et des fois, mon corps me dit stop. Ouais. Et je l'écoute pas toujours parce que j'ai envie de finir, et là en général c'est à ce moment-là que je me blesse, ou c'est à ce moment-là que je fais une grosse bêtise sur mon bijou, et voilà. Je sais pas si c'était exactement ce que tu voulais dire, parce que tu parlais des 5 sens. Ouais, mais c'est pas grave, c'est intéressant ce que tu dis. Tu disais, ça paraît idiot de dire ça à mon âge, mais en fait je pourrais dire la même chose que toi, parce que j'ai découvert aussi assez récemment que mon corps me parlait lui aussi. Et je suis complètement d'accord avec toi, c'est un apprentissage qu'il faudrait démarrer dans l'enfance en fait, parce que c'est un trésor, encore un trésor, c'est un trésor inouï d'écouter les signaux. Et donc oui, je plus sois. Non, les 5 sens, non, c'est intéressant. Est-ce que je sais pas quels sont, tu dirais, les sens, le sens ou les sens dominants dans ton travail, là, disons ton travail de bijoutière? Je pense que c'est le toucher. Le toucher et le regard aussi, parce le toucher, en fait, tu es tout le temps... Enfin, une des choses les plus difficiles en joaillerie, c'est d'apprendre à tenir ton bijou pour pouvoir le travailler sans le déformer.
Tu vois, quand tu dois limer par exemple une pièce, on travaille à un établi où on a ce qu'on appelle une cheville. C'est un petit bout de bois qui nous permet de poser la pièce et de la tenir. On n'est jamais la main en l'air. Tu vois, on essaie toujours de se caler de la bonne façon. Mais c'est très difficile de se caler de façon à ne pas bouger ta pièce en même temps que toi, ta main bouge. Parce que si tu veux avoir quelque chose de plat, il ne faut pas bouger ta pièce. À l'inverse, si tu veux quelque chose qui a un mouvement ou qui est rond, il faut bouger ta pièce en même temps que tu bouges ta main. Et tout ça, c'est des choses, tu peux les théoriser, tu peux en parler. Mais tant que tu l'as pas fait 1000 fois, c'est compliqué. Donc le toucher, c'est très important, et la vue, c'est très très important aussi, parce qu'en fait tu passes ton temps à regarder ce que tu fais. Tu donnes un coup de lime, tu regardes, et tu regardes pas juste sous un angle, parce que si tu veux limer le plat du corps de bague, donc tu vas regarder là où c'est plat, mais si tu regardes pas le côté du corps de bague, tu vas pas voir que tiens, t'as été un petit peu trop loin et tu l'as t'as légèrement déformé la symétrie. Donc il faut regarder en permanence sous 3 dimensions. Et quasiment à chaque coup de lime, quoi, quand tu es dans des choses, dans des finitions et des choses comme ça. Et tu dirais que tu es dans un état de concentration inouï, ou est-ce que par exemple tu as de la musique dans les oreilles, est-ce que vous discutez pendant que vous travaillez, ou alors tu es dans dans une espèce de bulle intérieure? Dans le meilleur des cas, je suis dans une bulle, en écoutant de la musique ou pas, d'ailleurs. Mais ouais, effectivement, il y a une sorte de côté hypnotique. Qui est presque un peu méditatif. Ça me faisait ça quand je dessinais. À un moment, je dessinais pas mal d'après nature. Tu sais, je prenais des carnets, j'allais dessiner un petit peu tout ce que je trouvais. Et pas dans un but artistique, mais vraiment je sais pas, peut-être une manière de me connecter un peu au monde, quoi. Et il y a un moment où c'est comme si ton être se synchronisait sur le monde. Tu sens plus vraiment de différence entre toi et ta pièce ou ton dessin, et voilà. Après, des fois, il en ressort des trucs absolument moches, mais il y a quelque chose de la méditation, quoi, dans le sens où tu es complètement présent dans le moment. Donc ça c'est l'idéal. Et puis de temps en temps, oui, tu discutes, voilà. Parce que ça, c'est une des choses super chouettes dans l'atelier collectif. C'est pouvoir échanger, partager, et puis en même temps, de temps en temps, tu te démobilises parce que tu vas rigoler avec quelqu'un, et donc tu perds un peu de productivité de ce côté-là. Mais en même temps, moi, ça me fait gagner de la productivité aussi, parce que quand j'étais toute seule à l'établi, souvent j'arrivais pas à travailler parce que j'avais une forme d'angoisse. Il y a un peu ce truc de, je sais pas si tu vois, des fois les enfants, ils ont besoin quand ils jouent, qu'il y ait un adulte à côté d'eux, ou quelqu'un à côté d'eux qui d'ailleurs ne participe pas forcément, ne joue pas forcément avec eux, mais il y a la présence. Et ça calme et ça autorise plein de choses. Enfin, ça fait une sorte de base de sécurité. Et je ressens ça dans le fait de travailler en collectif. Ça me sécurise d'une certaine manière, et je me pose beaucoup moins de questions que quand je suis toute seule. Ouais, je comprends. Où là, je peux passer des heures à regarder mon truc et à me dire mais comment je vais faire, et jamais je démarre. Ouais, intéressant. Et pour revenir au sens, tu as aussi le bruit des autres qui sont déjà en travail, qui te met probablement le pied à l'étrier plus vite et plus facilement. Ouais. À quel moment dans ta vie tu ressens que tu es la plus vivante? Dans le travail, tu veux dire? Dans le travail ou dans ta vie en général? Je te dirais bien quand je suis amoureuse. Ouais. Il y a quelque chose là-dedans, quand t'es amoureux, où t'es complètement... je sais pas, c'est comme si le monde n'avait plus de secret pour toi. Tu vois, et toi, plus de secret pour le monde. Enfin, c'est quelque chose où tu te sens en accord, en fait. Donc il y a ça, mais quand je me sens le plus vivante, je pense que c'est en dehors de cet état un peu de junkie amoureux. C'est simplement, tu vois, quand je suis assise sur un banc dans un parc, et j'arrive à être là. Et c'est difficile d'être là, vraiment
vraiment présent dans ta vie tout le temps. Enfin, moi, je sais que je suis en permanence à côté de mes pompes, en train de courir, en train d'anticiper, en train de penser au passé. Enfin, on est tous comme ça, j'imagine. Mais... Et une des choses que j'ai découvertes avec les années, c'est que j'ai redécouverte avec les années, c'est qu'on pouvait être présent juste, tu vois, avec le vent, avec les oiseaux, avec les bruits au loin. Et... Comme là, en fait. Ouais. Et c'est comme ça que j'imagine la vieillesse. Je me dis, quand t'as perdu, en tout cas comme je l'imagine, quand t'as perdu peut-être la jeunesse, t'as perdu peut-être plein de gens dans ta vie, la santé, voilà, je me dis, c'est peut-être encore possible d'être heureux, juste en étant assis et en regardant ce qui se passe et en ayant conscience aussi que toutes ces pertes, c'est parce que tu as vécu. Que la perte, elle est tellement ancrée dans notre vie. Parce que longtemps, j'ai eu peur de la perte, tu vois, de la solitude. J'en ai encore peur, hein, évidemment, comme tout le monde. Mais des fois, je me dis que cette présence, c'est quelque chose qu'on a à tous les âges. Et... quelque chose vers quoi on peut se réfugier, cette présence au monde, quoi. C'est d'ailleurs quelque chose que ouais, je connaissais quand j'étais enfant. Je me souviens que j'allais... il y avait une sorte dans le village natal de ma mère, il y avait une sorte d'endroit où il y avait des petites crevasses dans la montagne. Et j'allais me mettre dans une de ces crevasses, tu vois, c'était comme une petite grotte, quoi. Et je regardais les Pyrénées au loin. Je sais pas pourquoi j'y allais, je faisais rien, je lisais pas, je jouais pas, j'étais assise, je regardais et c'est quelque chose que j'avais oublié en grandissant, que j'ai redécouvert et que vers quoi je peux toujours me tourner maintenant. Ouais, c'est hyper précieux. Ouais. De quoi tu t'inspires dans ton travail ? Quelles sont tes inspirations ? Qui sont tes inspirateurs ou inspiratrices ? Plus que des designers que je pourrais te citer, je pense que je vais chercher plus loin et plus simple en fait dans les contes de mon enfance, dans ce que je pouvais imaginer de ce que c'était d'être un roi, une reine, tu vois, de porter des joyaux comme ça. Et en plus, maintenant, je trouve ça absolument horrible parce que je me dis, oui, c'est les joyaux, en fait, c'est juste des témoins, des preuves de pouvoir. Mais dans l'imaginaire d'un enfant, c'est pas ça. C'est quelque chose qui brille, qui scintille. Et je sais pas, ce sentiment, il arrive dans ta pupille et il va direct dans ton cœur, quoi. Ou dans ton ventre, et t'as l'impression que c'est très très précieux et tu saurais pas dire pourquoi. Voilà, donc ma mère m'a souvent dit que si elle m'avait si elle avait, enfin qu'elle aurait dû m'appeler autrement, qu'elle aurait dû m'appeler India, tu vois, elle pensait à India. Donc ça n'a absolument aucun rapport avec tous les prénoms qu'il y a dans la famille. Voilà, enfin, tu vois, on a tous des prénoms très français, très, je dirais, banals, quoi. Et ma mère, un jour, s'est mise à dire, quand j'étais enfant, que ça aurait été chouette de m'appeler India. Et je sais pas, il y a un truc là-dedans. L'Inde, tu vois, l'Inde, des couleurs... les maharajas, les turbans, les saris qui volent dans le vent, tu vois, sur un fil à linge. Et ben, je pense que je m'inspire de tout ça et beaucoup de bijoux anciens aussi, antiques. Alors je sais pas si c'est un rapport avec le fait que ma maman est conservatrice de musée. Ah, ok. Moi j'ai un peu vécu dans ce truc de tu vois, les tombes, les squelettes, les choses qu'on retrouve dans les tombes. Et voilà, c'est un truc de fascination d'enfant. Et donc, je pense que pour ça, j'aime beaucoup plus les bijoux anciens que ce que tu peux trouver dans les boutiques de la place Vendôme. Ça me parle beaucoup plus. Quelque chose qui a l'air de sortir d'un tombeau.
Après le coffre au trésor, le tombeau. Wow. Ouais, il y a toujours ce truc. Faut que ça ait été enterré. Ouais. On a compris. Ouais. Ah, génial. On arrive à la fin, Emma. Il reste 2 parties rituelles. La première, c'est une question. Tu dirais que c'est quoi le bénéfice majeur que tu retires à t'être écoutée et à avoir choisi la vie que tu vis aujourd'hui? Je pense que tout simplement j'ai envie de vivre maintenant, et j'ai eu des périodes dans ma vie où j'avais pas envie de vivre. C'est difficile, tu vois, la vie était lourde, elle n'était pas ouais, il n'y avait pas de légèreté, et ouais, le bénéfice que j'en retire, c'est vraiment de me dire bon, bah, je suis sur mon chemin à moi, je sais pas trop où il va exactement, mais je suis bien. Voilà, je me sens en paix. J'ai plus du tout de... Je pouvais avoir à une époque l'impression d'avoir pas fait assez bien, pas avoir assez réussi ma vie, pas avoir fait d'assez grandes choses. Et maintenant, j'ai plus du tout envie de faire des grandes choses. J'ai envie de faire des petites choses. D'ailleurs, des bijoux, c'est propre, ouais, voilà, c'est tout petit. Hein. Tu vois, on travaille au 10e de millimètre. Je pense que ça m'a reconnecté avec cette humilité, quoi, d'être humain. De faire des petites choses et d'en être fière quand même, même si elles sont petites. Pour la dernière partie, celle où je ferme les yeux et où les auditeuristes ferment les yeux aussi, s'ils le souhaitent, tu as envie de nous parler d'un parcours d'inspiration pour la création d'un bijou en particulier. Donc, je vais te laisser raconter ça. Oui, donc je ferme les yeux. Non, toi tu peux les garder ouverts. Je peux les garder ouverts. Mais c'est moi qui les ferme. D'accord. Tu fais ce que tu veux. Ouais, alors je pensais parler d'une bague que j'ai faite pour quelqu'un qui était mon amoureux à l'époque. Et qui a perdu son père, avec qui il avait une relation conflictuelle. Et donc il avait un travail de deuil à faire. Et moi j'aimais beaucoup faire des bijoux pour cet amoureux. Mais il m'avait demandé une bague qui lui permette un peu de se rappeler de son deuil, ou en tout cas ou lui permettre de faire son deuil, enfin qui avait un rapport avec le deuil. Et puis on avait parlé de tête de mort. Alors moi, les têtes de mort, c'est pas du tout mon truc, hein. Pour moi, c'était un truc que tu vois sur les bagues de biker, voilà. Et donc j'étais pas du tout, je savais pas comment faire ça. En même temps, j'avais envie de faire quelque chose qui lui plaise. Et donc j'ai passé des mois et des mois à me poser la question, mais comment je vais faire? J'ai fait plein de dessins, et puis un jour, je sais plus, je suis tombée sur une bague de la Renaissance dans un bouquin, une bague Memento Mori qui était qui en fait parle exactement de ce dont cet amoureux voulait se rappeler, quoi, cette idée que la mort est présente et que il avait envie d'avoir peut-être dans son quotidien un petit rappel là-dessus, de l'idée que la mort est présente à chaque moment de la vie. Et donc c'était quelque chose qui était très commun à la Renaissance, les bagues Memento Mori, dans l'idée de souviens-toi que tu vas mourir, et donc vis une vie vertueuse, puis surtout tremble un peu devant Dieu. Alors moi, ça me parlait pas tellement, et j'ai été un petit peu me renseigner. Et apparemment, le Memento Mori, c'est aussi c'est un concept qui existe depuis très longtemps, depuis l'Antiquité. Et dans l'Antiquité, c'était un peu différent. C'était l'idée que oui, on va mourir, donc il faut en profiter maintenant. Il faut danser, il faut aimer, il faut boire. Voilà. Et ça me parlait plus. Et donc, après avoir vu cette bague, qui était très simple et très... presque une tête de mort faite par un enfant, en fait. Et ben, j'ai découpé dans une petite plaque d'or une tête de mort qui ressemblait un petit peu à ça, un petit crâne. Et je me suis dit que j'allais l'enchasser
dans une bague, un petit peu comme dans un reliquaire. Et on voit ça beaucoup dans les bagues victoriennes, par exemple, qui sont où la tête de mort peut être reposée sur un lit de cheveux d'une personne qui est décédée. Et donc il va y avoir un petit crâne ou un petit squelette ou un truc comme ça qui est sur le lit de cheveux. Ça, c'est des bijoux de deuil. Et donc moi, je me suis dit que j'allais le mettre dans cette bague, enchâsser ce petit crâne dans cette bague et dessus mettre un quartz rutilé, justement. Un petit peu comme dans une vitrine ou comme dans comme dans un reliquaire qu'on peut trouver dans une église, quoi. Et donc voilà, c'est le principe, c'est une petite plaque d'or qui est découpée, gravée en forme de crâne, qui est soudée à l'intérieur d'une bague. J'ai aussi un petit travail de filigrane en or que je mets tout autour du crâne pour lui créer une sorte de cadre. Et ensuite, une fois que tout ça s'est soudé, on polit bien l'intérieur pour que ce soit très brillant et on sertit par-dessus le quartz rutilé. Donc sertir, en gros, c'est le principe, c'est on va rabattre du métal sur les côtés du quartz pour le faire tenir et qu'il ne bouge plus. Donc on enchâsse, on incruste la pierre dans la bague. Waouh! Quel voyage! C'était un petit peu confus, mais... Non, absolument pas confus. Et on verra le résultat. Je pointerai vers les images de ce résultat pour qu'on ait l'image devant les yeux, après l'avoir eu dans la tête. Merci beaucoup, Emma. Merci, Marie. À bientôt. À bientôt. Vous venez d'écouter le 9e épisode de Chamade, l'espace dédié à la passion qui rend les gens vivants et au beau qui rend le monde vibrant. Pour prolonger l'immersion, abonnez-vous à la Gazette à paillettes. Vous y retrouverez bientôt Emma Joly et mes autres faiseurs de beau. Je vous y offrirai en exclusivité un bonus multicolore de ma conversation avec Emma. Retrouvez toutes les infos pour vous abonner dans la description de l'épisode. Et si vous avez aimé nous écouter, abonnez-vous, mettez 5 étoiles et laissez un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Ce serait quand même génial que vous participiez à diffuser le beau autour de vous, non ? Merci et à très vite.